Sortez lance-flamme, aujourd'hui on va parler Xenos, moment de nostalgie et découverte, et quoi mieux pour se mettre en immersion que la cinématique de Dawn of War 2 en tease de générique, ou on aurait pu l'appeler le bon, la brute et l'oreille pointue. Je laisse chercher qui est qui. A tout de suite. D'autres arrivent. Nous allons nous emparer de cette planète. Vous avez déjà perdu cette guerre, imbécile. Ennemi repéré. En position. Neutralisation. Attaque aérienne, les frères! Cette planète est à nous, sorcière. Non, cette planète est à eux. Bonjour à tous, c'est l'Inquisiteur. Aujourd'hui, on va parler du codex Eldar, avant qu'il soit ramené à Eldari, et de son supplément Vaisseau Monde, sorti en 1999, donc le siècle dernier, et celui sorti en 2000. Avant toute chose, une petite intro, juste pour recontextualiser. Les codex de la V3, qui est ma version de cœur, mais je pense comme souvent, c'est la version par laquelle j'ai commencé. Donc quelqu'un qui commencera en V5 dira que c'est la V5, quelqu'un qui a commencé en V9 dira que c'est la V9, et ainsi de suite. C'est une version que j'aime bien parce qu'il y a un côté narratif très présent, et avec des mécaniques même de jeu proches du RPG. Mais à l'époque, les codex V3 étaient séparés en deux. On retrouve les codex V3 du début et ensuite les 3.5. Les 3.5 sont complètement de masterclass. On a déjà parlé sur la chaîne, par exemple avec le sublime codex Marine du Chaos, le chasseur de démons et le chasseur de sorcières. On n'a jamais eu le chasseur de Xenos, dommage. Et le magnifique codex Necron, qui d'un point de vue lore, c'est lui qui met toutes les bases du lore qui a été retcon par la suite. Mais il a un lore fantastique. Je conseille à tout le monde de lire ce codex Necron. Sur chacun de ces codex, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, où j'ai réexpliqué aussi le codex, le lore Necron de l'époque, qui est, moi, un lore que j'adore. Donc ces codex-là que je viens de vous montrer sont sortis après cela. Ceux-ci, c'est des codex beaucoup plus fins. Pour vous donner une idée. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'ils auraient pu sortir les deux ensemble. Ça aurait été beaucoup mieux. Ça, c'est autre chose. À l'époque, un codex, ça coûtait 12 € aussi pour... Donc ça, là, 12 balles. Bien qu'à l'époque, c'était en francs. Voilà. 80 francs. Donc, ou 500 francs belges, tout simplement. T'as vu, du coup, il est marqué en euros. Non, c'est 2001 l'euro, donc 50 francs. Là, le supplément. Donc... On a nos moutons, donc les Eldar. Eldar, c'est les Eldar comme dans Seigneur des Anneaux, on pourrait dire, ce qui veut dire simplement les anciens. Ne pas confondre avec les anciens de Warhammer.
C'est juste dire que c'est une race ancienne. Donc maintenant, ils disent Aeldari. C'est un codex un peu plus atypique dans sa pagination, car on retrouve directement en fait les unités, puis après tout ce qui va être peinture. Tac, les équipements, les personnages spéciaux, et puis voilà. Alors par contre, en termes de lore, c'est extrêmement léger, parce qu'il partait à l'époque que le lore du livre de règles était suffisant. Donc on a un lore vraiment faible, mais qui sera bien complété par celui-ci. Donc, retournons au début. Donc écrit par Gavin Thorpe en 99, donc sorti en 99. Par contre, les images sont juste incroyables. Alors j'ai mis une lumière en plus, parce qu'on voyait pas très bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Au moment que je tourne, mais ça fait des petits reflets, donc je m'en excuse pour les images, parce qu'on voit des vieilles figurines, dont certaines n'ont toujours pas changé. Mais à l'époque où tout ça, ça se faisait en métal, les gardiens étaient peut-être... Non, ça c'est vraiment le vieux modèle de gardien. Puis après, les gardiens étaient en plastique, mais on avait encore pas mal de métal. Là, on retrouve encore des Firstborn, hein, Blue Angel. Tac. Donc, je vais juste vous lire un petit peu ça. Le tout début, pour donner une idée, ce qui est toujours vrai. La race Eldar, incroyablement ancienne, régnait jadis sur un vaste empire galactique. Ensuite survint la chute et les Eldar furent consumés par leur décadence et leur soif de pouvoir. Les rares survivants furent alors dispersés parmi les étoiles. Bien que les Eldar soient peu nombreux, leur race est une des plus avancées technologiquement. Cet avantage s'additionne aux prodigieuses capacités de leurs grands prophètes qui scrutent l'avenir et guident leurs semblables vers les futurs les plus favorables. C'est complètement le truc, en gros. Ce qu'ils nous disent après, c'est que les Eldar, ça fait mal, mais c'est fragile. C'est un peu l'idée. Aucun art n'égale la magnificence et la diversité de l'art de la mort, la confère de Bieltan. Bieltan qui est un des vaisseaux monde. D'ailleurs, je crois un vaisseau monde qui a été détruit dans la fin de la V7. Hein. Vous me dites si je me trompe, hein, détruite avec l'avènement d'Inès et avec les Inari, Ivren et compagnie. Donc la liste d'armées, donc pour rappel à l'époque, on jouait avec un schéma comme ça. Donc ça, c'est les missions standards. 2 choix de troupes et un choix de QG. Puis après, on pouvait avoir 3 attaques rapides, 3 soutiens, 3 élites. Et donc 2 QG. C'était la base de tout scénario. Des scénarios pouvaient changer cette matrice. Et donc en mettre plus, en mettre moins. Ou les choix obligatoires pouvaient changer, par exemple. Sur le scénar. Mais de base, on jouait toujours avec cette config-là. Les Eldar, en règle spéciale, ils ont la règle course. La règle course leur permettait... Avant, il n'y avait pas d'advance. Vous ne pouvez pas lancer un jet de dés en plus. C'était une règle spéciale des Eldar qui, au lieu de tirer, pouvaient faire un jet de course. Donc lancer un D6 et c'était la distance qu'ils pouvaient courir en plus, mais ils ne pouvaient pas tirer. Et ça ignorait les malus de terrain difficile. Et quelques figurines qui ne pouvaient pas le faire, comme celles qui ont trop d'armure, etc. Sauf, je crois, tout ce qui était guerrier aspect... Rien de dragon de feu, hein, mais les scorpions, par exemple, ne peuvent pas. Donc là, on retrouve du coup la petite liste, le petit récap bien pratique quand on fait nos parties. Sachant qu'à l'époque, les règles changeaient beaucoup moins souvent. La V3 est la version qui a aussi mis les bouquins Chapter Approved, mais c'était un tous les ans, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Voilà, c'est une petite histoire qui nous parle en fait des araignées spectrales. En fait, à chaque fois qu'elles font un bond, elles sentent de plus en plus près la morsure de la grande dévoreuse, donc de Slaanesh, souvent c'est Tsinch Slaanesh, donc de Slaanesh sur eux, donc un peu le stress quand ils bondissent à chaque fois, mais c'est pour montrer aussi la suprématie tactique des Eldar sur les autres espèces, sur les Monkey. D'ailleurs, Monkey, on nous explique l'origine dans le codex Vaisseau Monde. Ça, tout le monde connaît cette image iconique. Je me demande si c'est Eldrad ou pas, Eldrad Ultran, le grand prophète du Loué, ou juste un grand prophète. Mais elle est iconique. Et on tombe là sur les listes. Donc en QG, il n'y avait pas grand chose. Il y avait l'avatar du dieu de la main sanglante. Donc voilà, l'avatar de Ken. Le grand prophète avec tous ses pouvoirs. Les squads d'Archonte. Ici, voilà, que j'ai essayé de mettre assez près du livre pour éviter que ça sautille de trop. Et aussi que vous puissiez un peu lire, comme ça vous mettez pause et vous pouvez lire assez facilement tout ça.
Les araignées spectrales avec leur règle de générateur de saut warp, en fait, au lieu de charger, elles pouvaient faire un deuxième bond. Alors, elles peuvent jamais avoir 3 bonds, mais voilà, donc du coup, elles pouvaient faire un deuxième bond, mais ne pas charger à la place. C'était ça leur règle, en fait. Donc, les scorpions qui ont des mandibules. Les mandibules, c'est une attaque au cac en plus, qui touche toujours sous 4+, de force 4, et qui se faisait en plus de leur attaque à eux. Les Banshees, qui ont masse de Banshee, elle frappe toujours en premier, au premier round d'un corps à corps, même si c'est elles qui se font charger. C'est elles qui attaqueront en premier, et si les deux peuvent attaquer en premier, elles attaquent simultanément, tout simplement. Les dragons de feu, les spécialistes en destruction, tout ce qui va être l'équivalent de fuseurs et autres. Les gardes fantômes. Donc eux, ils avaient un truc, la vue spirituelle. En gros, ils perçoivent pas le monde des mortels comme le nôtre. Donc en fait, ils lançaient un jet de dés sur un 1, ils faisaient rien du tout parce qu'ils captaient pas trop les changements qui avaient se passé autour d'eux. Comment ils disent ça déjà? Mais ils discernent les images mouvantes et fantomatiques, ce qui les gêne pour réagir aux changements sur le champ de bataille. Donc voilà, c'est presque un test de stupidité qu'on avait dans Warhammer Battle, par exemple avec les trolls. C'était pas tout à fait le même jour, c'était un test de commandement, et si on le ratait, ils faisaient c'est un peu la même idée. Les Rangers, une de mes unités favorites des Eldar, mais c'est juste dû à leur design que j'adore. On pourrait s'étonner que je joue un assassin Vadicar avec mes impériaux. Donc les autres de gardiens, donc gardien de choc, gardien défenseur, c'est juste leur. Donc ça c'est pour le cac et ça c'est pour le tir. La grande différence, c'est juste que je me trompe pas, celle-ci peut avoir une plateforme d'armes lourdes et pas celle-ci, alors que celle-ci aura plutôt des grenades PEM. Ça c'est des grenades on dirait anti-char et d'équipement plus corps à corps, quoi. La pistolet shuriken et arme de corps à corps et le catapulte shuriken. Les Vengeurs, qui sont les premiers guerriers aspect, donc d'Azuriens. C'est donc un guerrier aspect qui est en trou parce que c'est le plus commun. C'est aussi le moins puissant, on va dire. Mais moi, je les aime bien. En bleu, là, et tout ça, ils sont stylés. Donc le serpent, donc anti-grave, bien entendu. C'est une sorte de falcon, mais sans la tourelle. Donc le motojet et lance de lumière. Lance de lumière, c'est des motojets, mais avec un peu comme les chevaliers, avec une lance de joute, excusez-moi. Donc voilà, c'est toujours le même système, un peu, cac et... je me trompe pas, parce que je me rappelle plus trop des lances de lumière. Moi, je me rappelle, on les voyait quasiment jamais. Le petit truc en parenthèse, c'est que c'est la moto qui donnait plus 1 d'endurance. Oui, donc pour rappel, en V3, il y a même un peu après, il y avait des initiatives, c'était pour donner l'ordre d'attaque au corps à corps. Le jeu était beaucoup moins létal aussi. Vous noterez, je sais pas s'il le montre au tout début ou si c'est après. Voilà, les dégâts, il n'y a pas marqué le nombre de dégâts. En fait, chaque arme fait 1 de dégâts. Simplement la force qui est changée. Il n'y avait que la règle de mort instantanée quand la force était équivalente au plus au double de l'endurance, quel que soit le nombre de points de vie des mecs, il était one shot. Mais à part ça, voilà, on faisait que 1 de dégâts. La PA, c'était pour dire que la sauvegarde s'est annulée. En PA 5, une sauvegarde de 5 plus se faisait annuler, mais une sauvegarde de 4 plus restait. Elle n'était pas diminuée, elle restait en l'état. Voilà. Tac. On revient, maintenant j'en étais là. Les Vipers, donc premier char, on rappelle, c'est encore l'époque du blindage. Le blindage 10, c'était le minimum qu'on pouvait avoir, c'est comme un Rhino par exemple. Les aigles chasseurs, donc les ailes, hein, c'est juste des réacteurs dorsaux. Et ils peuvent toujours être mis en frappe en profondeur, même si le scénario ne le permettait pas. Le Falcon, donc le char on va dire, iconique des Eldar. Tac. Prisme de feu. Celui-ci, c'est le même que le Falcon, mais avec un énorme cristal qui peut tout péter. Le Seigneur Fantôme. Les marcheurs de combat, j'en ai jamais beaucoup vu. Je sais même pas si ça existe encore, les marcheurs de combat. On en verra des figurines de toute manière un peu plus loin. J'ai dû en voir quelques fois, mais très très peu. Hein, les gens préfèrent sortir des Seigneurs Fantômes et autres que le marcheur de combat. Il y avait un champ de force pour le protéger, donc tout tir visant l'avant d'un marcheur de combat qu'une force supérieure à 8, comme ayant une force de 8. Ce qui pouvait réduire du coup les dégâts, parce qu'il faut rappeler qu'il a un petit blindage hein, quand même. Alors que c'est un fantôme, vu qu'il est organique, lui il n'a pas de blindage, il a bien de l'endu et compagnie.
La force, là, c'est dû aux armes de corps à corps qu'il a. Une sorte de gantelet énergétique qui double la force. Les batteries d'armes d'appui. J'ai pas envie d'abîmer, donc je vais pas trop tirer que c'est de la colle. Hein. C'est l'acheté à l'époque, donc voilà, on va essayer de faire soin, d'en prendre soin. La personne de la prix et les faucheurs noirs. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à l'époque dans les armées, ce qui est déjà pas mal. C'est une armée qui était très très sympa à voir au visuel. Alors là, il nous montre encore ça, j'ai trouvé ça fun de voir un socle carré. Parce qu'il n'y avait peut-être pas encore de socle rond de l'époque. Faut se rappeler que Warhammer 40 000 est encore jeune, et c'est tout là qu'à ce moment-là, ils ont fait leur. On voit qu'ils sont devenus dans le Grimdark qu'ils n'avaient pas avant. Hein. La V2, un jour je vous montrerai les trucs de la V2, c'est ultra flashy. Bon, on en voit quelques figurines d'ailleurs, alors que là c'est un socle de Warhammer Battle Fantasy, ou Warhammer Fantasy Battle, on s'en fiche. Donc les gardiens, donc des vieux modèles de gardiens. J'essaie de vous les mettre bien proches, histoire que vous les voyez bien. Les scorpions qui ont été refondus là il n'y a pas longtemps, encore. Les Eldar, je crois que c'est les figurines qui sont le moins refondus, c'est peut-être aussi des figurines qui vieillissent le mieux. Donc là, ces vieux gardiens, ils sont un peu tout moches quand même. Mais moi, je les trouve quand même délire. Les araignées spectrales, je me demande, elles ont été refondues un jour. Je me demande si c'est toujours pas les mêmes. J'ai un doute, mais voilà. Les vengeurs, moi j'aime bien les vengeurs. Personne ne les joue, mais je les aime bien. Seigneur fantôme et garde fantôme, donc le seigneur les garde. Le seigneur qui a été refait, hein, qui est bien plus beau, mais même cette figurine-là, elle est pas dégueulasse à sortir, je trouve. Comme les gardes fantômes. Donc, aigle chasseur et motojet. J'avais un pote qui était fan des aigles chasseurs. C'est vrai que c'est des figurines pas mal. C'est encore très statique, hein, parce que tout ça c'était en métal. Motojet. Là on a la Viper, le Falcon. Oui, Motojet ici. Et le Falcon. Je sais même pas s'il a été refait un jour le Falcon. Je trouve que là, quand moi me sort celui-là, je suis toujours fan. Hein. Donc, Falcon d'ailleurs de Bieltan, hein, c'est leur symbole. Les dragons de feu. Il va y avoir une nouvelle figurine de Fugan, hein, le Seigneur Phoenix Dragon de Feu. On le verra d'ailleurs après l'ancienne figurine. Les Rangers. Voilà, le prisme. Ah, les marcheurs, voilà, je vous ai parlé des marcheurs. C'est un genre de truc qu'on voyait quasiment pas. Les marcheurs. Je sais même pas si ça existe encore, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un codex Eldar. Ah, Eldari maintenant on dit. D'ailleurs, ils appellent les Drukhari les ténébreux. Donc, aux Eldar noirs, on disait aussi à l'époque. Hein. Donc voilà, les faucheurs noirs. Voilà, ils nous montrent l'art de la guerre, comment on joue Eldar, les bases hein, de comment jouer une armée Eldar. Agrandir votre armée, voilà ce qu'on peut mettre ensuite. Donc on a un petit truc. Je vais quand même montrer les. J'espère que ça sautille pas trop. Voilà les schémas de couleurs de l'époque. Moi je les trouve stylés, j'aime bien. Et puis là, peindre les Eldar. Comment on fait pour s'y prendre pour faire ses socles. Voilà, il y a même un truc assez intéressant un peu après. Donc Ranger, Archonte. Gardien défenseur, gardien de choc. Donc ça c'est Bieltan. Là il nous montre le schéma de Sam Hain, ça se prononce. D'ailleurs dans le codex Vaisseau Monde il y a une petite anecdote là-dessus. Le Vaisseau Monde d'Ultwé, Aletok et Ayanden ou Iyanden, je sais pas du tout que ça, comment on prononce. Là. On peut faire des runes, on pourrait faire des trucs sympas. Limite Fikao celui-là je trouve. Mais il y a un truc à un moment assez sympathique sur peindre. Donc les guerriers, donc le Vengeur. Je trouve qu'il y a une classe de dingue le Vengeur. Arène spectral, tout ça, je vous laisse regarder. Avec les socles encore bien vert flashy à la Warhammer Battle. Voilà, ça me fait délirer. Donc les Vipers. Le prisme de feu, il est magnifique. Donc du Sam Hain. Un truc sur les personnages, là pour les ronces. Là, par exemple, pour faire les ronces, la ronce, ça symbole fréquent chez les Eldar. Il est plus simple qu'il n'y paraît. Il suffit de peindre une ligne sinueuse et de rajouter des triangles pour faire les pointes. Tout simplement. Il disait aussi comment bien faire les gemmes.
Ils disent qu'il y a beaucoup de gemmes. Ah, d'ailleurs, un petit vernis brillant. Bah, voilà ce qu'ils disent d'ailleurs. Sont constellés de gemmes qu'il est simple de faire bien ressortir. Vous pouvez les peindre avec une seule couleur, mais il existe un bon truc pour les faire des gemmes superbes. Choisissez d'abord une couleur, puis éclaircissez et assombrissez les opposés. Donc plus sombre en haut, plus clair en bas ou l'inverse, hein, selon la lumière, mais généralement c'est plutôt sombre en haut, clair en bas. Puis éclaircissez et assombrissez les opposés, c'est-à-dire ombrage en haut, éclaircissement en bas. À la fin, ajoutez un petit point de blanc crâne en haut. Certains peintres terminent par une légère couche de vernis brillant, donc le petit point là, pour faire le reflet en fait. Mais selon comment vous avez décidé de peindre votre armée avec la source de lumière, vous pouvez très bien inverser. Mais ça, c'est le 90% des cas, vous ferez ainsi. Et ça fonctionne toujours. Bien. Genzar de l'époque. Le mot Genra, moi cette figurine je l'adore toujours. Genzar qui a été bien plus belle maintenant par contre. Hein. Donc Baros, la plane du vent. Donc le Seigneur Phoenix, il fait très, on va dire, comme un peu les Bretoniens, donc un peu les chevaliers d'autrefois, mais un peu caricature à cause de son casque. Et moi j'aime beaucoup. Karandras, le chasseur des ombres, donc qui est le Seigneur Phoenix des Scorpions, qui n'est pas le premier exarque, d'ailleurs, Seigneur Phoenix. Il y en a un autre avant lui, mais c'est lui le Seigneur Phoenix. Le Seigneur Phoenix, en fait, c'est quoi? C'est quand ils meurent, ils se réincarnent. Ils reviennent. Alors, on sait pas quand, mais ils reviennent dans un de leurs temples. Et ils reprennent vie. Donc, Fuegan, c'est la figurine qui a été refaite là tout récemment. Si j'y pense, c'est pas dit que j'y pense, vous m'en excuserez, mais si j'y pense, je vous mettrai une petite photo à côté pour que vous voyez la différence. On a Azurmen. Alors, Azurmen, il est kitschoun, mais je l'adore. C'est une figurine que j'aimerais bien un jour posséder. J'adore Azurmen. Les Arkeldar, alors ça, c'est le codex V2, hein, l'image, et quelqu'un qui avait donc fait les arcs convertis par Mac McVeigh, peint par Stuart Thomas, donc pour faire exactement pareil, et il déchire, je trouve. Donc Eldrad, l'avatar de Ken, je trouve toujours une classe folle, honnêtement, alors il est beaucoup plus petit que celui de maintenant, mais si quelqu'un le ressort, ben, je trouve qu'il est toujours terrible. Tout en métal, hein, donc il faut les penser à contre-percer, hein, les pièces, faut pas qu'elles tombent. Du coup, c'est très lourd comme figurine, donc attention au transport. Et figurine en métal, ça s'écaille plus facilement également. Les escouades de garde fantômes, ça peut une idée à certains d'un schéma un peu alternatif, tout comme le très très beau Seigneur Fantôme ici. Première classe véhicule Warhammer 40 000, le Golden Démon de 96. Avant, les noms des peintures étaient en français, bleu nocturne, bleu glacial, bleu enchanté, etc. C'était pas en anglais. Games Workshop, c'est que là, ils font un rétro-prédalage, mais ils avaient tout mis en anglais, puis après remis en français là récemment, là, que l'avait dit, mais tout était en anglais qu'ils avaient remis, alors qu'avant tout avait été traduit. Et moi j'aimais bien. Bon, après, c'est comme tout, hein, on s'habitue à la version qu'on a connue. Voilà, c'est un petit texte qui montre comment le pouvoir en fait des grands prophètes, leur science, dit, bah, en fait, il y a un grand prophète qui dit. C'est un grand prophète ou c'est. Je crois que c'est une prophétresse et elle veut fermer un portail warp et il y a un de ses archontes qui demande bah, pourquoi vous la fermez. Le portail, on pourrait juste rester là, puis les ennemis sortent et on les poutrine vu que c'est qu'on va arriver. Je me dis, mais vu que je sais pas quand est-ce que ça va arriver, c'est pour montrer un peu la limite de la précognition des Eldar. Je sais que ça va arriver, mais je sais pas quand, et on n'est pas assez nombreux pour slacker devant le portail pendant des jours, des mois, des siècles. Donc vaut mieux fermer le portail et comme ça c'est bon, c'est fini, on va sauver le. Je crois que c'est un monde exotite dans le truc, mais en gros la zone, il n'y aura pas de bataille. C'est par rapport là chez les Ténébreux, donc des Eldar noirs, je crois qu'ils doivent sortir. J'ai lu un bout de temps, donc si vous voulez le relire, hein, mettez pause et lisez-le. Mais voilà, c'est en gros ça l'idée. Et là on tombe sur tout ça. Donc ça c'est tous les équipements. Et justement je vous parlais un peu du côté les poids psychiques, la guerre mentale qui était fun. On faisait un duel et on faisait un test de commandement avec un jet de dés. Et pour chaque point d'écart, si le grand prophète gagne, la victime perd un point de vie, sans possibilité de sauvegarde d'armure normale. Et les scores sont égaux, le grand prophète, bah, rien du tout. C'était stylé. Il y a les pouvoirs d'archon qui sont plus voilà, des pouvoirs de soutien, les animations de véhicules. Mais là, ce qui est fun, en fait, à l'époque, c'est ça que j'aime bien, si vous regardez bien, c'est ça côté un peu plus RPG, c'est qu'on avait pas mal d'options dans chaque truc.
qui sont pas des forces, des formations, des, comment dire, des options tactiques et compagnie. Mais on mettait pas, on pouvait faire son armée un peu plus à sa convenance. C'est vrai que le jeu était beaucoup moins compétitif aussi, hein, ça explique également. En effet, les optimisations c'était souvent les mêmes qui revenaient, mais pas forcément. Moi j'ai vu des listes d'armées qui paraissaient complètement pétées, pas pétées dans le sens trop fort, mais justement trop faibles et qui gagnaient. J'ai vu des tournois gagner comme ça avec des listes d'armées qui avaient surpris, parce que le mec était complètement en contre-courant de tout ce qui se faisait. Et en fait, les gens ne savent même plus comment réagir à ça. Ils ont une lame aussi sympa, je sais plus c'est quoi, la lame mordante, je crois. Blesse un ennemi ayant plus d'un PV, vous pouvez lancer pour blesser à nouveau, continuer à lancer pour blesser jusqu'à ce que vous ratiez. Donc chaque blessure entraîne une sauvegarde séparée. Donc on pouvait carrément décimer quelqu'un avec un seul coup. C'était marrant, pour montrer que ça faisait dedans. Voilà. Bon, c'est pas une épée tronçonneuse, mais c'est la même idée. Tac, et là on a les personnages spéciaux. Alors les pouvoirs d'Exarch aussi, hein, si vous voulez les lire. Je vous laisse regarder, ça peut inspirer, même pour du roleplay. Alors, personnages spéciaux, pour se rappeler à l'époque, on pouvait les jouer qu'avec l'accord de l'adversaire et ils étaient interdits en tournoi. Donc, là, bien entendu, donc Eldrad Ultran pour Ultway. Iana Arianal, vous l'avez peut-être reconnu. Iana, ça fait très Ayanden, ou Iyanden, je sais pas comment on prononce. Toujours un peur avec la version anglaise, version française. Donc, voilà. On a Noitou, Cœur de Feu pour Samhain. Donc ceux qui frisent les motos de jet. Et on n'a pas les 5... alors on n'a pas pour les 5 vaisseaux monde de base un personnage spécial, on n'a que pour 3. Et là surtout on a les Seigneurs Phoenix. Donc là regardez, on vous dit bien que si deux joueurs autorisent l'utilisation des personnages spéciaux. Et donc là Mogenra, Genzar, Karanras, Barros, Fogan et Azurmen. Je vais vous lire très rapidement ce qui est marqué pour chaque, c'est assez intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, puis même pour ceux qui connaissent. Donc pour Mogenra, comme celui d'Ultway, le vaisseau monde Altansar reste proche de l'œil de la terreur après la chute. Donc la chute, pour rappel, c'est quand les Eldar, en fait, ils se reposaient un petit peu trop sur... En fait, ils vivaient leur vie tellement pleinement qu'ils ont créé Slaanesh. Et d'où, quand Slaanesh est né, ça fait donc le 4e dieu du chaos. Ça a créé l'œil de la terreur et ils ont été absorbés dedans. Certains Eldar, qui sont les Eldar noirs, ont réussi à se cacher dans la toile. Donc la toile, pour rappel, c'est un réseau créé, donc safe dans le Warp, créé par les anciens. Donc ceux qui ont amené les Eldar à ce qu'ils sont maintenant, qui ont été en guerre contre les Necrontyrs, donc les Necrons, et les Cthans. Et les anciens avaient créé du coup la toile, et les Eldar noirs ont été se réfugier dans Komorrag, leur capitale là-bas, et les autres sont morts. Et ceux qui étaient sur les vaisseaux mondes, donc les vaisseaux mondes, c'est pas vaisseaux mondes à l'époque, c'était des vaisseaux commerciaux 100 fois plus petits. Et aussi, qui n'avaient pas été corrompus par tout ça, ils se sont taillés. Et il y avait un des vaisseaux mondes Altansar qui était proche de l'œil de la terreur. Et il s'est fait becter, tout simplement, je crois. Mais lors d'une brève expansion de la tempête warp géante, il y a plusieurs millénaires, Altansar fut pris dans son champ d'attraction et les Eldar du vaisseau monde furent condamnés. On nous en parle un petit peu d'ailleurs dans Gathering Storm, donc les 3 bouquins de fin de V7, pour ceux que ça intéresse. Donc avec la naissance d'Inès, des Inari, Ivren, le Vizark, et tout ça. Donc la fin de Bieltan, et tout et tout. Moi c'est une suite d'histoires que j'ai bien aimé, et puis aussi avec l'Inquisitrice Greffas et les Saintes Célestines. Et puis aussi cool. Et puis le retour. J'allais oublier quand même le retour de Robot de Killiman. Les Eldar du vaisseau monde furent condamnés. Malgré une lutte désespérée de 5 siècles, Altansar fut lentement aspiré dans le Warp. On dit que le seul survivant fut le Seigneur Phoenix Mogenra, le premier des Faucheurs Noirs. Portant le Moguetar, le moissonneur, et l'armure morbide de son temple à présent détruit, le moissonneur d'âmes prélève un lourd tribut à ceux qui se posent aux Eldar. Genzar, la plus rapide et la plus féroce des Azurians. Donc les Azurians, c'est ceux qui suivaient Azur. Et même c'est Azurian, c'est le dieu, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est le dieu, c'était le dieu principal. Je crois qu'on nous en parle dans l'autre codex, rapidement pour en revenir. Bon. Donc c'était Genzar, la tornade du silence. L'élu d'Azurmen, donc Azurmen, le premier exarque, qu'on parlera après. Comme son mentor, Genzar a beaucoup voyagé dans la toile pour transmettre ses talents, et c'est ainsi que les Banshees sont présentes dans tous les vaisseaux mondes. Elle peut rester à l'écart des mortels pendant plusieurs siècles, mais finit toujours par revenir, et ses sanctuaires guettent inlassablement ses apparitions. Ses armes de prédilection sont la Genas Mort,
la mort silencieuse et la redoutable Zai Moren, excusez-moi pour l'accent Eldar catastrophique. La destructrice, qu'elle manie avec une vitesse et un talent sans égaux. Talent sans égaux, sans égal. Une vitesse et un talent sans égaux. Okay. Karandras, c'est un petit truc intéressant. Sur Karandras. Je vais vous lire, vous allez voir. La légende de Karandras, le chasseur des ombres, décrit l'un des plus mystérieux de tous les seigneurs phénix. C'est-à-dire qu'il se réincarne. Hein. Nul ne sait d'où il vient, mais il est dit qu'il ne fut pas le premier exarque des scorpions. Contrairement à Genzar, par exemple, ou Mogenra, Barros et compagnie. Avant lui, dit-on encore, il y avait Ara, le père des scorpions, qui succomba aux ténèbres et se retourna contre son propre peuple. Il finit par fuir dans la toile pour devenir le phénix déchu, et personne ne sait ce qu'il advint de lui, même si de nombreux indices semblent indiquer qu'il est encore en vie. Donc, en gros, le premier exarque, donc le premier seigneur phénix, mais donc qui se réincarne également normalement, hein, pour dire le phénix déchu, en tout cas on le suppose, et serait avec les Eldar noirs, parce que ça fait un peu aussi comme si c'était dans le chaos, mais je pense plutôt la rejoindre les Eldar noirs. Et du coup, c'est le deuxième exarque qui est devenu le Seigneur Phénix. Alors, je sais pas comment ils le sont devenus. Hein. Je sais pas du tout, peut-être une intervention divine avec les dieux Eldar qui sont presque tous morts d'ailleurs. Et du coup, c'est lui le Seigneur Phénix, donc Karandras. Baharos, on dit qu'Azurmen fut le premier exarque et que son meilleur disciple fut Baharos, la plainte du vent. Donc, meilleur disciple et l'élu. Alors, je sais pas si c'est l'élu dans le sens sa compagne ou sens son élève fétiche. Mais le meilleur disciple fut Baharos, la plainte du vent. Il était le phénix ailé, ce fut lui qui conçut et enseigna les talents de ce qui devint par la suite l'aspect de l'aigle chasseur. Comme tous les seigneurs phénix, Baharos est réincarné de nombreuses fois et il est dit qu'il le trouvera à la fin en combattant avec ses frères d'armes lors du Ranadandra, l'ultime bataille contre le chaos. Donc c'est un peu le Ragnarok viking, hein, c'est ça l'idée. C'est la dernière bataille qui verra en gros soit la fin, soit le renouveau du peuple Eldar, quelque chose qui aurait été amorcé, soi-disant justement dans Gathering Storm, la V7 donc la campagne de fin de V7, où justement le retour d'Inès, plutôt l'apparition d'Inès, pas son retour, plutôt sa naissance, aurait été le Ranadandra. Est-ce que c'est vraiment ça ou non? Seul l'avenir le dira. Fuegan, refait. Fuegan, la lance de feu, a fondé le temple du dragon de feu en enseignant à de nombreux exarques l'art de donner la mort par le feu et les flammes. Fuegan refusa de fuir lorsque le sanctuaire d'Azur fut détruit par le phénix déchu, et il disparut pendant de nombreux siècles. Il réapparut pour combattre aux côtés des Eldar sur Arenchemash, le monde de sang et de larmes. On dit que Fuegan rassemblera les seigneurs phénix pour le Ranadandra, et qu'il sera le dernier à mourir au cours de cette bataille ultime. Justement, dans la V7, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, est-ce que c'était réellement le Ranadandra ou pas? Azurmen, mon préféré, mais je crois qu'il a même plus de figurines. J'ai pas vérifié, mais bon. Les Eldar pensent que le premier exarque fut Azurmen, fondateur du temple d'Azur, qui devait devenir par la suite le plus répandu de tous les aspects, celui des Vengeurs. On dit qu'il fut le premier à tomber en combattant les serviteurs de la grande ennemie, donc Slaanesh, et que ses nombreuses réincarnations ont repris son combat. L'armure rituelle d'Azurmen comporte 2 manchettes dotées de catapultes shuriken intégrées. En fait, c'est Marneus Calgar, le gars. C'est l'Eldar c'est Marneus Calgar en Eldar. Hein. Et on pense que sa lame funeste, la toute première à avoir été forgée, contient l'esprit de son frère Télésis, qui fut terrassé par un démon. Voilà. Tac. Non, ça c'est vous dire que voilà, donc Eldar croient aussi que Seigneur Phénix ou Azuria, comme ils les appellent, ne sont plus vraiment en vie, mais que leurs armures sont mues par les esprits des exarques qui ont fusionné dans la conscience du Seigneur Phénix. En gros, quand un mec devient Seigneur Phénix, il aurait tout le truc des autres Seigneurs Phénix. Ça fait penser un peu à l'épée de vérité. Avec l'épée, il y a toutes les armes dedans des autres détenteurs. Très bonne saga d'ailleurs de fantasy, si vous voulez, l'épée de vérité. Donc, dizaines de milliers d'années d'expérience sur Ever Talent 2, les guerriers suprêmes. En effet, je pense qu'en niveau martial, il n'y a pas grand chose qui les surclasse. Tac, donc là, c'est un peu comment ça fonctionne les Eldar. Alors, ce qui est intéressant, c'est à savoir que le langage Eldar donc, fonctionne par rune et c'est plutôt proche des langues asiatiques. C'est-à-dire qu'une seule rune a plusieurs idées. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir la langue Eldar. Selon le contexte et la forme, ça peut changer du tout au tout pour un même mot.
Là, il parle de la naissance des voix. En fait, ce qui s'est passé quand il y a eu la chute, parce que les Eldar, en fait, allaient trop dans le plaisir et surtout trop dans tous les sens. Il y a eu les voix, donc c'est Azurmen qui a créé ça. Les voix, c'est-à-dire qu'en gros, on va se donner à fond, mais que dans une seule chose à la fois. Donc, Azurmen a créé les voix du guerrier, mais il n'y a pas qu'elle. Et en gros, on se met à fond dans un truc et pas dans tout et n'importe quoi. Parce que du coup, les jeunes Eldar vivent très mal. C'est pour ça que souvent, ils prennent la voie de l'errance pour devenir ranger, puis après reviennent. Donc, d'ailleurs, il dit à un moment, il est vrai que chez les jeunes, la bravoure et la stupidité se cumulent et que pour eux, aucun obstacle n'est insurmontable, aucun ennemi n'est invincible, aucun problème n'est insoluble. Et pourtant, ceux qui survivent assez longtemps en danger de la galaxie en arrivent à penser qu'il y a des obstacles, des ennemis et des problèmes qui ne peuvent être éliminés, mais seulement retardés. Donc, en fait, ça parle de la fougue, de la, voilà, de la jeunesse qui veut tout faire, tout voir, et que les lards sont, comment dire, s'ils veulent pas se faire bouffer par la neige, sont obligés d'avoir un exercice strict de leur plutôt par rapport à leur pulsion, de les contenir et de les exploiter, ce qui va me les exploiter, mais de manière très stricte, et ce que du coup, bah, c'est tout à fait normal. Les jeunes ont beaucoup de mal à ça. Et donc, ça parle en fait de ce problème. Et c'est ainsi que la grande tragédie de notre race se joue, se rejoue encore et toujours, alors que nous devenons de moins en moins nombreux de génération en génération. Voilà. Donc il parle aussi du circuit d'infinité, donc les âmes Eldar. Donc là, il y a un mec qui a vécu là-bas, qui a fait un bouquin, donc Yeldan Sokr, qui en gros était stupéfait de la peur de la mort chez les Eldar, et aussi que le fait qu'ils soient obligés de ranimer en gros leur mort, bah voilà, c'était chaud quoi. Bon, on en reparlera d'ailleurs de ça. C'est super intéressant. On parle de la langue là. Si vous voulez lire, je vous laisse mettre pause. Mais là, le terme qui désigne les humains, monkey, donc qui ressemble beaucoup à monkey, bien sûr, d'ailleurs on prononce peut-être monkey, mais je pense que c'est monkey, donc le monkey qui veut dire singe, bien sûr en anglais, se trouve déjà dans les histoires écrites des millénaires avant nos premiers contacts avec les Eldar. À la base, les monkeys étaient des primates peu intelligents qui peuplaient la région crépusculaire de Koldo. Ces bêtes envahirent les terres des Eldar et les occupèrent pendant des années. Les monkeys de la légende étaient des monstres cannibales et difformes que le héros Elronnir élimina à tout jamais de la galaxie. On peut donc supposer que le mot monkey signifie toute espèce non Eldar jugée d'une intelligence inférieure et bonne à exterminer. Voilà, donc monkey ça veut pas forcément dire que humain, ça veut dire qu'on est con et qu'on mérite juste de mourir. C'est un peu ça l'idée. Bon. Je vous laisse regarder le déplacement. Alors là, c'est fait à l'époque et je trouve que c'est pas. Le texte est plus intéressant en dessous, mais voilà la petite carte. On montre où sont les différents vaisseaux mondes reconnus par la flotte impériale. Tac. Donc voilà pour ce petit codex. Honnêtement, bon, c'est un codex qui est plutôt sympa. Bon, je l'ai acheté à l'époque. Bon, je dis bien. Il était assez fun à jouer. De mémoire, il était quand même assez puissant. Mais pour les Eldar, c'est toujours été assez puissant. C'est souvent qu'il te double. Je vois que la vidéo fait déjà 35 minutes. Est-ce que oui, si, on va le faire quand même. Pour ceux qui sont encore là, bah, merci beaucoup à vous. Vous voir, c'est assez intéressant. Les Eldar, c'est intéressant de toute manière. Même si moi, je suis un fan de l'acquisition, les Eldar, c'est toujours intéressant. Vu que c'est lié à l'histoire de base de Warhammer 40 000. Comme ce codex-là, c'est une véritable tuerie, ce codex. Alors, c'était avant les dynasties et compagnie. Moi, je conseille de le lire. Vraiment. Bon, petit truc qui remet dans le contexte, je ne vais pas tout lire. Et la première chose à savoir à propos des Eldar, c'est qu'il s'agit d'une race à l'agonie dont les fragments sont dispersés dans toutes les galaxies. Les caractéristiques culturelles, géographiques ou technologiques connaissent au sein même de la civilisation Eldar de grandes variations. En effet, c'est vrai qu'on là on va parler de 5 vaisseaux mondes, mais il y en a bien sûr plein d'autres, et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs même dans tous les codex, qu'on peut en fait utiliser les par exemple, règles de Bieltan, mais tout en faisant notre chapitre perso. On ne va pas nous le refuser de dire bah moi je suis les règles de Bieltan même si mon chapitre le vaisseau monde, excusez-moi, le vaisseau monde Bieltan, même si moi c'est mon vaisseau monde perso à moi, parce qu'en fait il y a plein de vaisseaux monde qui existent, donc on peut créer le sien, un peu comme les chapitres Space Marine, et voilà, il n'y a aucun problème comme autrefois, et c'est pour ça que c'est pas récent, même si alors moi j'ai pas joué V7, V8, V9, donc je ne sais pas s'il y avait des restrictions comme ça avant. Mais moi, j'ai toujours vu, par exemple, quelqu'un qui faisait une armée qui peignait, je sais pas moi, en rose et dire, moi, je joue selon les règles des Blue Angel, par exemple.
ça a fonctionné sans problème. Certaines variantes de liste d'armées présentes ici contiennent des unités nouvelles qui leur sont spécifiques. Ces dernières ont été incluses pour donner l'opportunité d'exercer vos talents en convertissant des figurines. Alors, en gros, on vous a fait des trucs pour vous éclater avec vos figurines, pas pour se prendre la tête au niveau des règles. Donc, il n'y a pas de souci au niveau tout expliqué là. Vous trouvez dans ce codex 5 variantes, mais chacune de ces listes reflète des aspects de son vaisseau monde et inclut les règles spéciales différentes de celles du codex Eldar ou de nouveaux types d'unités. Ces variantes sont présentées comme spécifiques aux 5 vaisseaux mondes les plus célèbres, mais vous pouvez tout à fait les appliquer aux troupes d'un vaisseau monde de votre création. Et même ils disent un peu après, et puis même si imaginons tu joues Biel-Tan en termes de couleur, mais que tu voudrais faire et là dû au scénario spécifique, il faut vachement de motojet et compagnie, on va utiliser temporairement les règles de Sam-Han par exemple, de Sam-Ain. Je me trompe. Donc voilà, donc là c'est tous les petits trucs un peu différents. Là on nous dit qu'est-ce que ça veut dire les différents vaisseaux mondes. Très rapidement, l'œil d'Isha. Cette rune symbolise le chagrin d'Isha, déesse de la fertilité dont seraient censés descendre les Eldar. C'est le symbole du vaisseau monde d'Ultway, dont le nom est une contraction d'Uldanash Shelway, qui signifie le chant d'Uldanash. Cet antique chant raconte les exploits d'Eldanesh, le plus grand héros de la mythologie Eldar, qui fut tué d'ailleurs par Ken, le dieu. Le temple d'Azurian. Azurian est la plus ancienne et la plus grande divinité Eldar et le père des dieux et l'ancêtre de toutes choses vivantes. Ce symbole est l'emblème de Ayanden, dont le nom signifie la lumière dans les ténèbres, une référence au temple incandescent d'Azurien, ultime espoir des Eldar de ce vaisseau monde. Le serpent cosmique. Dans les mythes Eldar, ce serpent est la seule créature qui existe à la fois dans les univers matériels et psychiques. On dit du serpent qu'il connaît tous les secrets du passé et du présent. La rune Eldar Sam, qui signifie à la fois serpent et savoir secret, est le symbole de Sam-Ain. Donc il faut rappeler, ça se prononce à l'envers de comment c'est écrit. La Renaissance, cette rune symbolise l'antique principe de réincarnation qui était le destin des Eldar avant la chute. Ce symbole est celui de Biel-Tan, dont le nom signifie renaissance des jours anciens, car pour les Eldar de Biel-Tan, ce temps est celui de l'hiver, mais le printemps reviendra un jour prochain. C'est eux qui vraiment se battent le plus pour la renaissance de l'Empire Eldar. Le destin d'Eldanesh, le héros Eldar Eldanesh fut tué par Ken, le dieu de la guerre, dans un accès de jalousie. Ce symbole est celui de l'épée de Ken, il faudra voir Ken, c'est vraiment pas un dieu très très sympa. Transperçant la lune rouge, emblème d'Eldanesh. La lune rouge est un mauvais présage pour la plupart des Eldar. Aetok a repoussé ce symbole pour leur rappeler ce qui arrive aux mortels qui offensent les dieux. Donc là on va voir une petite histoire, toujours, un petit truc, puis la liste. Là pour ici c'est juste pour nous dire en gros que, alors c'est l'inquisiteur qui écrit ça, le nécromancien de Ayanden, inquisiteur Sevak, traité sur les infidèles, chapitre 5. En gros il dit que en gros, Ayanden, il est obligé de réincarner faire des guerriers fantômes, des seigneurs fantômes en masse. C'est bien pour montrer qu'en fait, leur vaisseau monde est sur le déclin et qu'en fait, la disparition totale de la vie sur le vaisseau monde n'est qu'une question de temps. Et qu'en fait, à force de faire ça, ils ont des spirites. Donc avant, c'est les archontes. On payait un nombre de points, je sais plus, voilà, 8 points. Et en fait, l'archonte devenait spirit et du coup, il avait des compétences en plus, surtout le voile de l'au-delà. C'est qui peut guider au combat toute unité de garde fantôme et une figure d'un rayon de 6 pouces d'un spirit et dispenser du test de vue spirituelle. En gros, ce que je disais après, le test de stupidité, sur un 1, il ne pouvait plus rien faire. Bah là, ça les dispensait de ça. Les gardes et les seigneurs fantômes sont des troupes. Par contre, on ne peut pas avoir plus de seigneurs fantômes que de gardes fantômes. C'est-à-dire en gros, unité de garde, unité de seigneur. Donc vu qu'on avait droit à 6 troupes à la base, donc forcément 3 unités de garde, 3 seigneurs fantômes maximum. Et en fait, voilà, les unités changeaient de catégorie selon par rapport à la configuration, on va dire, démographique et spécificité du vaisseau monde, donc d'Ayanden. Pareil pour les autres. Les Wild Riders de Sam-Ain. Alors là, c'est le truc que je disais là. Inquisiteur Sevak, traité sur les infidèles, chapitre 8. L'apparence barbarie de Sam-Han. Le traducteur, Sam-Han se prononce Sam-Ain, pas Sam-Han. Note de l'inquisiteur, les traducteurs devraient se montrer plus respectueux envers leur maître. Donc là, il nous explique en fait que ce vaisseau monde fonctionne complètement différemment. Je laisserai lire, c'est assez sympa. En gros, ça fonctionne par famille, un peu comme un système clanique. Ils sont plus proches des Space Wolf je connais pas bien le lore des Waskar, mais les Waskar pour tout ce qui va être moto et compagnie. Mais sinon, ça fonctionne par famille et chaque famille décide s'il va au combat ou pas. Chacun est donc il y a les Wall Riders, donc ce sont eux donc c'est le patriarche ou la matriarche. Ça ils s'en foutent un petit peu de tout ce qui est genre, c'est héréditaire comme truc. Donc c'est le chef de famille. Il a sa garde rapprochée, donc c'est plus proche de sa famille qui sont du coup les Wild Riders.
Et tout le monde fait partie de plus ou moins près d'un de ces clans, en fait, appartient. Et du coup, c'est les clans qui décident si vos combats ou non, etc. C'est complètement différent de pas mal de vaisseaux monde. C'est plus féodal, on va dire, comme système. C'est ainsi que les familles de Walrader se battent parfois entre elles, bien que les batailles prennent souvent la forme de combats singuliers entre champions, etc. Ils font des joutes, des duels d'honneur, etc. Ils sont vachement basés sur l'honneur. Donc parfois ils fuient pas, juste par l'honneur. Donc voilà, on va dire, ouais, c'est les chevaliers type féodaux des Eldar. Et ils sont complètement différents des Eldar standards, on va dire. Presque plus proches des Exodides. Donc voilà, avec les règles des Walriders. Vous voyez, ils ont beaucoup plus d'attaques rapides. Ils n'ont avec que 3 troupes et 6 attaques rapides, dont 2 obligatoires. Et par contre, ils suivent tout le temps ce schéma-là. Quelle que soit la mission, ils suivent ce schéma-là. Ah bah c'est là où ils expliquent très rapidement. Pour le lore un petit peu de V3, celui qu'on n'appelle plus maintenant Kazurien créa la voie du guerrier à l'époque de la chute. Il entraîna son peuple en exil et fonda le premier temple de guerrier aspect, le temple d'Azur. Là où autrefois le peuple dansait au son des flûtes de moelle et des harpes de cristal, on apprenait maintenant le chant des lames. Les enfants d'Azurmen, les Azuria, portèrent l'enseignement des voies de Kaila Manchaken aux autres mondes. Ainsi fut créée la voie du guerrier. Parce que chaque aspect, et justement on appelle ça un aspect parce que c'est un aspect de Kain, en fait, de Kaila Manchaken. C'est un de ces aspects de la destruction, tout simplement. Au mesure que la voie du guerrier se propageait, et de nouveaux aspects commencèrent à apparaître. D'autres d'ailleurs disparaissent puis revinrent. Et le seigneur Phénix Mogenra jura de venger la destruction d'Altansa, créa de plus sinistres aspects, celui du destructeur, du moissonneur des âmes. Les serviteurs de cet aspect de Ken sont devenus célèbres sous le nom des faucheurs noirs. Barros fonda les aigles chasseurs. Les rapaces appliquent la vengeance de Kain Manchaken, de Ken. Ara apprit ses disciples comment traquer leur proie dans les ténèbres. Il se fait rappeler les scorpions, malgré la perte de leur maître. Et le tabou qui entoure son destin, est-ce qu'il est devenu déchu. C'est le cypher des Eldar, en gros. Bien qu'à chaque génération, de nouveaux aspects voient le jour, tandis que d'autres tombent en désuétude, les plus anciens demeurent éternels. Donc, je vous laisse ça si vous voulez le lire. Et là, on n'a pas fini, mais ils nous mettent un petit peu justement à quoi ressemblent les différents. Bon, c'est Aletok que j'aime beaucoup et Ayanden. Donc Samhain, Aletok et les guerriers Mirage. Donc, encore ce socle carré, c'est les socles de monstres, ça en fait. En fait, je me demande, je crois que c'est que les socles ronds de cette taille-là n'existaient pas à l'époque, mais ça remonte, hein, ça a plus de 20 ans. Hein, il est sorti en 2000, lui. Donc, les lances de lumière, un truc que je crois que j'ai jamais vu jouer. Alors, dites hein, si vous en avez déjà vu ou si ça jouait à l'époque. Moi, je crois que j'en ai jamais vu. Je crois que ça coûtait extrêmement cher pour ce que ça faisait. En points. Hein. Donc là, en fait, il nous montre comment on peut styliser, même si on suit les règles de ça, on peut quand même changer un petit peu, même les aspects. Hein. Là, par exemple, c'est les Banshees, c'est comme ça, de base. Voilà, on peut très bien les rendre ainsi. En gros, soyez créatifs, quoi. Vous pouvez très bien, tu vois, par exemple, certains joueurs préfèrent les respecter à la lettre, qu'elles apprécient la variété de couleurs que ça donne à une armée. D'autres choisissent, au contraire, de peindre leur guerrier aspect aux couleurs de leur vaisseau monde, afin qu'ils s'intègrent à la masse de l'armée. Un bon compromis consiste à utiliser des éléments du schéma de couleur de votre vaisseau monde, combinés avec les couleurs standards des aspects. Par exemple, une Banshee de Bieltan, couleur hausse avec un pagne vert ou blanc. Mais vous pouvez les peindre de la même manière que le reste de l'escouade. Les exarques ressortent mieux s'ils sont différents. Donc voilà, en gros, on dit, c'est un peu dans le Mogdo, hein, viens comme tu es, quoi. Tiens, les berserk de cornes. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent qu'à la base c'était très rigide, Warhammer 40 000, alors qu'en fait non, c'était ultra flexible, que ce soit en peinture ou dans les règles, vraiment c'était très très flexible. Le but c'était de se raconter des histoires et de passer des bons moments. Donc voilà, c'était pas en mode ultra vénère. Alors, on pourrait prendre la tête sur certaines règles, mais c'est la bienveillance qui prime, quoi. Et je pense j'espère que c'est toujours ça maintenant. Donc Bieltan et Ayanden, bien entendu. Tac. Samhain. Alors ça, je vais vous le lire. Alors je suis désolé, la vidéo fait déjà 46 minutes à mon avis, on va en faire un peu plus de 50. Mais je pense que c'est passionnant. Si vous êtes encore là, eh bien, honnêtement, vous êtes des super Eldar ou des bons membres de l'Inquisition. D'ailleurs, je préfère cette version. Mais ça, je vais vous le lire, c'est super intéressant. Je vous lirai pas ceci, c'est sur... c'est juste la fin, sur Eldrad Ultran.
mais ça c'est super intéressant sur Kaela Menchaken. Kaela Menchaken, le dieu à la main sanglante, a toujours été autant une malédiction qu'une bénédiction pour les Eldar. Le plus ancien mythe Eldar raconte comment Ken, jaloux des Eldar, les enfants d'Isha, donc le dieu le plus important chez les Eldar, leur déclara la guerre, c'est-à-dire qu'il s'est battu contre Eldar. C'était un dieu Eldar, mais il s'est battu contre eux, jaloux d'eux en fait. C'est Ken qui commença la guerre des cieux, défiant même Azurian, le plus grand de tous les dieux Eldar. Ken vainquit Vol, donc Vol, si on trouve bien, c'est le dieu forgeron des Eldar. Il attacha son enclume, voilà, pour avoir aidé Isha et Kurnus à fuir. Et il s'allia aux demi-dieux de Lingir, ou Lingir. Ça, c'est le terme qu'on retrouvera... attends, je l'ai là. Qu'on retrouve dans le codex Necron. En fait, ça c'est le Licron. Les Zingir qui ont dormi depuis la naissance du chaos se lèveront à nouveau de leur tombe. Les Zingir, du coup, ce sont les Necrons. Donc, en fait, Ken s'est allié aux Necrons et aux Cthans pour poutrer les Eldar. Sympa, le dieu. Et le dieu qu'on voit partout maintenant, merci beaucoup. Hein, c'est grâce à lui que tout ça, que ça s'est un peu barré en live. Bon, pas que, mais en grande partie grâce à lui. Pour bannir les enfants d'Isha des cieux, c'est Ken qui tua le grand héros Eldar Eldanesh. Ça, je me demande si ça revient pas au mythe des 100 épées qui devait tuer, en fait, détruire les Nécrontyres et les Cthans, et qu'il y en a une qui a lâché. Je sais plus si c'est lié à ça ou pas. Séparant ainsi pour toujours le monde des dieux et celui des mortels. Cependant, lorsque naquit celle qui boit les âmes, donc c'est la Hanesh, Ken l'affronta pour sauver Zeldar. En gros, il dit, je vous ai bien poutré. Bon, maintenant, les Nécrons, tout ça, c'est fini. Bon, vous avez fait n'importe quoi. Il y a Sanesh qui vient d'arriver. Allez. En gros, je pense plutôt qu'il voulait un bon combat et qui, vu qu'il s'est emmerdé, il a dit, tiens, allez, un dieu du chaos qui est en train de naître. Ça va être fun. Donc, pour sauver Zeldar, bien que le combat l'ait presque détruit, il survit à travers ses nombreux avatars. Ce combat donna le temps aux Zeldar de se protéger de la déesse vorace, se préservant ainsi de l'anéantissement. C'est marrant, Sanesh, il doit bien déesse. C'est aussi Ken qui enseigna aux Eldar les secrets de la guerre et du meurtre. C'est de lui qu'il s'inspire pour combattre avec Ken, nanana. En gros, voilà, c'est les meilleurs guerriers quand tu fais la Ken et tout ça. Mais voilà, c'était intéressant de voir que Ken, en gros, les Eldar, il leur a bien tapé sur la tronche. Et c'est même allié aux Necrons et aux Cthans, c'est pour dire. Là, tout ça, je vous laisserai lire si vous voulez. J'essaie de vous le cadrer un peu comme il faut. Il y a juste la fin que je vais vous lire, parce que c'est assez intéressant, parce qu'on parle de la V7, parce que c'est beaucoup lié à la V7, les Eldar, hein, c'est leur grand truc. Donc là, c'est Eldrad, il va dans la cercle d'infinité pour écouter le cercle d'infinité et en gros, le monde Eldar, en gros, des morts. Il poussa son esprit encore plus loin jusqu'à écouter la race Eldar dans son ensemble. Eldrad isola un rythme à peine perceptible au sein de l'apparente cacophonie des âmes trépassées. Une pulsation sourde, comme si un cœur lointain battait au ralenti. Sans le babillage des individualités, Eldrad pouvait sentir le vide immense qui reposait derrière ce battement sourd, comme l'esprit d'une vaste entité qui ne se serait encore jamais éveillée. Donc c'est pas un dieu qui serait en sommeil, hein, c'est bien nouveau. Pendant des générations, ce battement n'avait cessé de croître en puissance et il s'amplifierait encore pendant bien des générations. Eldrad savait que l'éveil ne se produirait pas de son vivant, ni de lui, ni de celui de ses 100 prochains successeurs. 100 prochains successeurs. Dans un instant de doute, il se demanda si ce moment viendrait bien un jour ou s'il était tous naïf de croire que l'on pouvait échapper à celle qui boit les âmes. Peut-être mourraient-ils tous leur rêve insatisfait. Peut-être cette entité ne serait-elle pas assez forte. Mettant de côté ses pensées pessimistes, Eldrad se força à croire aux antiques prophéties. Une fois de plus, il écouta le lent battement et son sourire revint. C'était Ined, le dieu des morts. Ined, en qui restait l'ultime espoir d'Eldar, donc qui s'est éveillé, en tout cas en partie. En fait, ils ont forcé l'éveil d'Ined dans V7, donc c'est Eldrad qui a fait ça avec Ivren et compagnie. Ivren, du coup, qui est un peu sa grande prophétresse. Et en fait, en gros, ils ont forcé sa naissance, donc il n'est pas né en entier, hein, je me rappelle bien, je crois qu'il a ouvert un œil, quoi, il a encore un demi-endormi. C'est pour ça qu'on n'est pas encore au Rana d'Andra, je pense, par rapport aux Eldar, mais que ça a été un petit peu amorcé. Mais du coup, Ined n'est pas en pleine puissance. Les Rangers d'Aletok. Donc là, nous dit tout simplement qu'en gros, Aletok, c'est ils sont super vénères, super stricts, et donc du coup, ils sont tellement stricts que les jeunes, ils se cassent tous pour devenir Ranger, mais ils sont tellement attachés quand même à leur vaisseau monde qu'ils reviennent en cas de pépin. C'est pour ça que les guerriers, les Ost, donc d'Aletok, sont considérés d'énormément de
de Ranger. D'ailleurs, ils ont une règle de sabotage au début de partie pour soit intégrato, soit stun une unité, un truc dans ce genre-là. Et aussi un truc du guerrier mirage. Et on peut pas avoir plus de guerrier aspect, donc Banshee, tout ça, qu'on a de Ranger et de guerrier mirage. Voilà. Donc, ils sont un choix d'élite et les Rangers, un seul jour de troupes. Donc en gros, si votre arme aligne 3 unités de Ranger et une de guerrier mirage, vous pouvez prendre 4 des unités ci-dessus. Donc c'est-à-dire... Voilà, gardien de choc, motojet. Non, je me trompais, c'est pas les aspects. Donc gardien défenseur, gardien de choc, motojet et escadron de Viper. Donc on est limité en fait en choix d'attaque rapide principalement et de troupes. Pour nous forcer à prendre des Rangers tout simplement en fait. Pour l'unité du truc. La lame de vent, donc là on nous dit en gros que ils sont super belliqueux, ils protègent bien les exotides, ils détestent tout ce qui est nouvelle colonie. Et ils détestent encore plus les orques. Donc parfois ils s'allient aux humains pour buter les orques, puis après buter les humains. Donc eux, en gros, les araignées spectrales, scorpions, banshee, dragons de feu et faucheurs noirs sont des choix de troupes. Les gardiens défenseurs, gardiens de choc, rangers, escadrons motojet et viper sont des choix d'élite. Et ils ont la cour du jeune roi. C'est-à-dire en gros, on a l'avatar de Ken avec des exarques à côté de lui en plus. Voilà, tout simplement. Uldway. Donc Uldway, ils ne disent pas grand chose à part qu'ils sont proches de l'œil et donc du coup ils ont beaucoup de psychers, encore plus que normal, en gros beaucoup de prophètes. C'est la voie la plus longue, donc en gros ils ont un déficit en troupes autres, donc ils n'ont pas beaucoup d'aspects par exemple. Et certains d'ailleurs disent que en fait c'est pas qu'ils sont doués en ça, c'est à cause de l'œil de la terreur, ils sont proches de l'œil de la terreur, et que c'est à cause de l'œil de son influence qu'ils auraient plus de capacités psychiques. Donc, le vaisseau monde gardien noir, en fait, les choix obligatoires de troupes sont toujours des gardiens noirs, c'est gratos. En fait, c'est simple, les défenseurs, ceux qu'on catapulte shuriken, donc qui sont plutôt des tireurs, ont une CT de 4 ou CT de 3, donc ils touchent plus facilement. Et les gardiens de choc, qui sont 4, normalement, une CC de 4, voilà. C'est tout, c'est exactement la même chose. Le conseil des Préciens remplace le grand prophète en choix de QG. Donc en gros, c'est une unité de conseil, toujours 2 prophètes et 3 archontes. On peut en ajouter. Hein, et on peut même en dispatcher selon les autres unités, mais il faut toujours avoir le minimum dans le conseil des Préciens. Archonte en mission, là, vous pouvez dépêcher les archontes, mais vous devez garder au moins 3 archontes dans le conseil. Ils ont un nouveau pouvoir d'archonte, c'est augmentation. En fait, l'augmentation, il visait un grand prophète et qui voit son sort doublé de portée. Et bien sûr, une seule augmentation qu'on peut faire. Donc voilà. Le navire vivant, oui, pour dire qu'il fonctionne un peu comme un organisme avec un squelette, etc. Nanana. Et c'est là où on nous explique que les premiers vaisseaux mondes étaient considérablement plus petits que ceux d'aujourd'hui. Un petit truc assez intéressant. Les habitants de ces vaisseaux mondes développèrent un tel sentiment d'indépendance qu'ils ne furent pas affectés par le malaise général qui précéda la chute. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été pris dans une sorte d'orgie générale que les Eldar étaient tombés. Comme les Eldar des vaisseaux mondes ne revenaient que 3 ou 4 fois en une centaine d'années, le déclin de leur civilisation leur sautait aux yeux, tandis que ceux des planètes incapables de réaliser leur lente décadence restaient indifférents aux signes avant-coureurs de la catastrophe. Voilà. Donc la décadence des Eldar qu'ont créé Slaanesh. Donc voilà, depuis la chute des vaisseaux mondes d'origine ont considérablement grossi pour de nos jours atteindre une taille de près de 100 fois plus importante que celle des vaisseaux commerciaux des origines. Parce que oui, en effet, c'était, il y avait pas mal de monde dessus, hein, mais c'était des vaisseaux commerciaux qui passaient par la toile, hein, bien entendu. Donc les vaisseaux mondes, c'était des vaisseaux commerciaux. Voilà. Puis là, ils nous reparlent un peu plus comment fonctionne le vaisseau monde avec leur écosystème, etc., etc. Si vous intéresse, n'hésitez pas à mettre pause pour lire. Peut-être je vais mettre comme le bas de la page aussi. Tac, puis un joli prisme de feu. Et voilà. Ensuite, dernière chose que je n'ai pas dans le lore, les exarques des aspects sont en fait normalement un jeune, quelqu'un qui se met dans une voie du guerrier, une voie de la Banshee par exemple, donc réservée aux femmes d'ailleurs, les Banshees, elle se met dedans, puis une fois qu'elle pense atteindre le bout de la voie de la Banshee, elle arrête, puis elle se met dans une autre voie, du guerrier ou non d'ailleurs, hein, ça peut être autre chose. Et puis c'est comme ça qu'ils font leur cycle, ils vont dans un domaine, ils y vont à fond, puis quand ils ont atteint la perfection, ils changent de domaine. Souvent, certains se trouvent piégés dans leur voie, ils n'arrivent plus à en ressortir, ils n'arrivent plus à changer de voie, et c'est ce qu'on appelle les exarques. Donc les exarques, c'est des mecs qui restera dans leur temple, donc par exemple une exarque Banshee, elle sera Banshee jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à qu'elle meure. Donc elles sont à la fois, les gens sont admiratifs d'eux, parce que, et en gros, ils surpassent même la perfection de quelqu'un qui aura atteint la perfection dans ce domaine-là.
mais en même temps, ils les abhorrent, ils ne les apprécient pas, parce que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Et donc c'est un peu des aberrations, en fait, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que là, pendant une petite heure qu'on est passé ensemble, vous avez apprécié. J'avais hésité à mettre les deux codex en séparé en 2 vidéos, mais je pensais que c'était vraiment lié et que c'était mieux de les mettre ensemble. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour au siècle dernier et début de ce siècle, donc 99-2000. Ce sont des codex intéressants, moi je trouve. J'aime bien comment ils sont faits avec beaucoup de personnalisation. C'est typique de la V3. Voilà, les Eldar, Aeldari, vraiment, vraiment sympathique, avec des figurines toujours iconiques. À part le marcheur, hein. Seulement si ce truc-là, vous en avez, j'aimerais bien voir, vous me le dites, hein, parce que ce truc-là, je crois que j'en ai dû en voir un en vrai, c'est tout, quoi. Bon, passons. C'est une race que j'adore, ça fait partie des races préférées. Bon, j'aime beaucoup de choses, hein. Moi c'est surtout l'Inquisition, mais j'adore les Nécrons, j'adore les Eldar, parce que ça c'est vraiment le truc les plus fluff qu'on peut avoir. J'adore... On me tapez pas, mais j'adore les taux aussi, j'adore beaucoup de choses. Du moment qu'il y a de l'histoire, ces codex-là, ils ont plein d'histoires, c'est vrai que je les aime bien, là, ceux-là. Mais ouais, les Eldar, c'est vraiment cool. Après, je sais pas si j'en jouerai, mais ouais, si j'aimerais bien voir Azurmen quand même en figurine, la vieille Azurmen de la V2. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en V quelque chose, sûrement encore de la V3. Et soyez purifiés. Bye bye.